Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bien merci d'être au cœur de la nation ce soir pour discuter d'une thématique aussi importante que nécessaire dans la construction de nos pays. Alors l'Afrique veut se développer avec les mains expertes des ressources humaines qu'elle forme. Les établissements d'enseignement supérieur d'Afrique et du monde francophone ont-ils la capacité d'atteindre les objectifs qui se sont assignés, former donc cette ressource humaine assez compétente dont l'Afrique et le monde francophone a besoin, mais très souvent, l'on fait un stop pour faire le bilan, pour faire l'état des lieux de comment tout cela se passe. Comment est-ce que la démarche qualité enclenchée dans l'enseignement supérieur est menée et pour réajuster aux besoins? On en parle ce soir donc à l'occasion d'une rencontre internationale abritée ces 2 jours à Lomé. Nous en parlons dans cette émission ce soir avec professeur Ouidad Teba. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est avec l'AUF que le ministère de l'Enseignement supérieur du Togo organise donc ce séminaire ces 2 jours chez nous. Absolument. Et c'est un moment pour nous important parce que nous sommes avec les universités togolaises depuis longtemps, depuis des décennies, et qu'effectivement nous avons senti dans ce pays, comme à peu près dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, et peut-être nos autres experts en parleront, une volonté à la fois de l'écosystème universitaire, mais surtout une volonté politique d'avancer sur cette question de l'assurance qualité. Allez, vous nous en direz plus au cours de cette heure que nous allons partager ensemble. On va dire à vos côtés bonsoir au professeur Lamine Gueye. Vous êtes le président du réseau d'Afrique francophone des agences nationales d'assurance qualité. Parce qu'en fait, pour l'implémentation de cette démarche qualité dans les différents pays, il faut, entre autres, avoir des agences dédiées à la chose. Oui, c'est effectivement cela. Le RAFANAC, ce réseau africain francophone des agences nationales d'assurance qualité, regroupe l'ensemble des pays qui ont mis en place soit une agence, soit une structure chargée de gérer la qualité dans l'enseignement supérieur. C'est cela. Et nous avons jugé nécessaire de nous organiser en un réseau pour échanger de bonnes pratiques, mais aussi accompagner cette dynamique au niveau des pays francophones d'Afrique. Merci de partager vos connaissances, votre expérience avec nous sur ce plateau ce soir. On va dire bonsoir au professeur Sylvain Boni. Vous nous venez de la Côte d'Ivoire. Vous êtes celui qui met en place, alors qui assure la mise en œuvre effective de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur là-bas en Côte d'Ivoire. Vous êtes directeur général de la qualité et des évaluations au sein du ministère des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique. Merci donc d'être avec nous et de partager votre expérience. Dogo, vous nous direz peut-être comment cela se passe chez vous. Merci madame. Je voudrais tout de suite vous dire merci de nous accueillir aussi dans vos studios. Dire merci aux autorités togolaises qui nous ont fait l'honneur de nous inviter pour cet atelier sur l'assurance qualité. Et dans le cadre de plusieurs réformes que nous avons en Côte d'Ivoire, depuis 2016, l'État ivoirien a décidé de mettre en place une direction générale d'assurance qualité, donc une direction générale d'évaluation et de la qualité au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et donc, nous dirigeons cette instance depuis 2016 et nous essayons de faire en sorte que, au niveau des systèmes ivoiriens, on parle beaucoup plus d'assurance qualité. C'est cela. Et au Togo, votre homologue, il s'appelle Djondo Kofi. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Directeur de l'enseignement supérieur, ici au ministère de l'enseignement supérieur du Togo. Et c'est à vous qu'il revient, entre autres, aussi de faire le travail que M. Boni fait en Côte d'Ivoire, notamment. Non, pas du tout, parce que le collègue Sylvain Boni, il a une direction qui assure la qualité et l'évaluation. Au Togo, avons-nous une direction? On n'a pas une direction. Aujourd'hui, c'est la direction de l'enseignement supérieur qui joue le rôle de la qualité, et que ce soit au niveau même de la direction et au niveau même aussi de la Commission nationale de reconnaissance et d'homologation des diplômes, qui veille à ce que tous les diplômes délivrés par les privés passent par l'homologation.
C'est cela. Allez. On va commencer quand même par planter le décor en expliquant plus précisément ce dont on parle. Assurance qualité, qu'est-ce que c'est? On va poser la question donc au professeur Lamine Gueye. Quand on parle d'assurance qualité en enseignement supérieur, de quoi est-ce qu'on parle? Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des autorités qui nous ont invités à venir partager avec nos collègues du Togo l'expérience du Sénégal et des pays membres du RAFANAC dans le domaine de l'assurance qualité. Et remercier aussi l'AUF d'avoir contribué à organiser cette rencontre sur un sujet majeur, sur un sujet très actuel, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde, de l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est l'ensemble des dispositions, mesures et outils qui sont mis en place afin d'évaluer la qualité dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, dans l'objectif précis d'en témoigner, de pouvoir témoigner de cette qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi et surtout de proposer des mesures pour l'amélioration continue de la qualité dans ce sous-secteur. Voilà le concept de l'assurance qualité. Cela implique une réglementation qui doit être mise en place. Ce sont les dispositions. Cela implique la mise en place de structures fortes qui sont capables de gérer l'assurance qualité dans nos pays. Cela implique aussi des ressources humaines compétentes en assurance qualité pour prendre en charge les évaluations. Cela implique aussi la mobilisation de la communauté universitaire, mais aussi des bénéficiaires, c'est-à-dire les parents d'étudiants, pour mettre en œuvre une politique d'assurance qualité efficace. Alors, comment ça se passe? On voit par rapport au corps enseignant, au curricula, de formation aux matières, sur quoi est-ce qu'on évalue la qualité d'un établissement ou de notre professeur Théba, peut-être vous? En fait, ce qui est important dans cette question de l'assurance qualité, je voudrais vraiment le dire pour les parents sans doute de jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de leur dire, c'est à la fois la qualité de la formation de vos jeunes, mais c'est aussi la gouvernance des universités, la façon dont elles sont gérées. C'est, comme disait le professeur Lamine Gueye, c'est également un cadrage. On ne travaille pas comme ça. Il y a des normes, il y a des procédures, il y a des règles qui vont désormais gérer et gérer de la manière la plus objective, nous espérons, possible, le système donc d'enseignement supérieur. Et ça, c'est une priorité absolue. C'est la raison pour laquelle, à l'Agence universitaire de la francophonie, vous savez, on est présent partout dans le monde. On est le plus grand réseau d'universités au monde. Et notre priorité absolue, nous avons quelques axes. Et le premier axe de notre stratégie, c'est la question de la gouvernance, qui est aujourd'hui une question majeure. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire, retenez, s'il vous plaît, d'abord, que cette question de l'assurance qualité vous concerne tous. Tous les acteurs, même les parents, les tous apprenants. les acteurs, les parents, et peut-être plus que les autres. C'est cela. Parce que c'est à eux que revient le choix de tel établissement, bien de tel autre établissement. Et puis après, c'est l'étudiant, l'apprenant, qui paye de la formation qu'il aura reçue. Absolument. C'est la question évidemment des enseignants, c'est la question des présidents d'université, mais c'est également la question des parents, des apprenants et évidemment des autorités politiques. C'est cela. Évidemment. C'est cela. Alors, on va voir comment un peu cela se passe au Togo au niveau donc des établissements eux-mêmes. Le Togo qui, depuis plusieurs années déjà, est résolu, est engagé dans cette démarche qualité. Une évaluation donc de l'état des lieux des établissements d'enseignement supérieur qui s'est déroulée en 2020 afin de réguler le secteur. Malheureusement, certains établissements d'enseignement privé se sont montrés selon nos résultats d'enquête, un peu réticents vis-à-vis de cette démarche du gouvernement qui ne vise qu'à offrir en fait une éducation de qualité aux étudiants. Dans le sujet donc que vous allez suivre, que nous allons suivre ensemble, nous avons posé donc la question du bien fondé de la démarche qualité dans l'enseignement supérieur et ses avantages dans les universités togolaises et assurance qualité. Quels avantages donc pour les universités? Le dossier est signé de Chazna Mbaga.
L'une des recommandations du Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo, tenu du 28 au 30 novembre 2013, porte sur l'élaboration et la diffusion des textes relatifs au suivi et à l'évaluation de l'enseignement supérieur privé. En 2020, une première évaluation s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national. Cet état des lieux s'est fait en l'absence de certaines universités du privé qui se sont soustraites de cette démarche. Ce que nous enseignons désormais doit être visité. Visité à travers les évaluations que nous ferons. Cette stratégie a fait peur à beaucoup de gens au départ. Parce que évaluer pour beaucoup, c'est accompagner ou du moins assortir cette évaluation de mesures répressives. Non, loin de là. En effet, l'évaluation constitue l'un des premiers volets du processus de l'assurance qualité. Elle permet aux établissements de l'enseignement du supérieur d'identifier leurs forces et faiblesses afin de mieux se positionner. Il s'agit de témoigner de la qualité des établissements et de la qualité des formations qui sont délivrées dans ces établissements. Mais il s'agit aussi d'accompagner tout simplement tous les acteurs qui sont dans l'enseignement supérieur à faire de la qualité. Au Sénégal, quand nous avons fait les évaluations, l'ensemble des universités publiques ont été évaluées. Ces universités ont engagé leur formation dans les évaluations, mais il se trouve que le résultat est très bon. Nous avons évalué beaucoup de formations dans le privé, mais aussi beaucoup d'établissements du privé. C'est devenu obligatoire au Sénégal. Les résultats du privé sont aussi très bons. Ils sont à plus de 60% de taux de succès. La démarche de l'assurance qualité est rendue nécessaire par la dynamique mondiale qui favorise la mobilité des étudiants. Leur employabilité est également à ce prix. Mais le Togo gagne d'entrer véritablement dans une démarche qui est aujourd'hui une démarche continentale, pour ne pas dire une démarche internationale. Il n'y a pas de raison, dans un pays où nous avons de brillants étudiants, dont la formation est excellente, que cette formation ne soit pas reconnue à l'échelle internationale. Avec cet organe d'assurance qualité, nous aurons cette reconnaissance, nous aurons cette légitimité. Cette démarche est indispensable. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire l'impasse de ce processus. Et c'est la raison pour laquelle nous appuyons en tant que réseau, nous sommes le plus grand réseau d'universités au monde, et nous appuyons la démarche et des hautes autorités du Togo parce que c'est la démarche et il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi les universités privées au Togo sont invitées à s'engager dans le processus en cours pour le bien des étudiants. C'est un impératif qui s'impose à tous. On ne peut pas aujourd'hui y échapper parce que dans les années à venir, la qualité de nos institutions et des diplômes et des formations que nous offrons vont être assujettis du moins à notre capacité à pouvoir suffisamment y mettre de la qualité dans cet enseignement. À la suite de la première évaluation en 2020, seuls 71 établissements privés de l'enseignement supérieur au Togo sont reconnus et agréés par l'État. Alors, Monsieur Djondo Kofi, ces établissements qui ont été agréés par l'État, on a publié leur nom pour que les parents sachent choisir. On comprend encore mieux pourquoi professeur Teba disait que c'est un travail qui devrait intéresser au premier chef les parents, parce que financer les études de son enfant et qu'après les diplômes ne soient pas reconnus à l'international, ça peut poser problème. C'est ce qu'on comprendrait du sujet qu'on a suivi tantôt. Oui, je pense qu'il faut plutôt voir aussi la chose sous un autre angle. Lequel? Pas seulement au niveau international, mais c'est aussi au niveau national. Ouais. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, tous les diplômes qui sont délivrés par les privés doivent faire l'objet d'homologation. Et souvent, ces diplômes, même au niveau national, sont rejetés. Et des établissements d'enseignement privés supérieurs, donc des écoles de commerce au Togo qui délivrent des diplômes qui ne sont pas reconnus au Togo. Qui ne sont pas reconnus au Togo. Il faut le savoir. Oui, parce que lorsqu'on parle de diplôme, ce n'est pas seulement le cursus. Il y a tout un ensemble. Quel est le profit d'entrée? Il y a tout ce qu'on voit avant de rentrer. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui fait, par exemple, une licence de génie civil se lève pour aller faire un master des finances? Il n'y a aucune adéquation. Bon, peut-être les chiffres, mais bon, c'est compliqué à voir quand même. Donc, vous parlez tout à l'heure de la pertinence vraiment de l'assurance qualité.
Aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas le choix. D'abord, on a commencé à parler de l'assurance qualité avec le processus de Bologne, qui a demandé à tous les établissements d'enseignement supérieur en Europe de passer à la réforme LMD. Et déjà, en 2005, la réflexion a démarré au Togo. Et tout ça, là, c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire de notre enseignement supérieur, il y avait ce que nous appelons la massification. Aujourd'hui, nous avons la massification, c'est-à-dire que le nombre sans cesse croissant des étudiants aujourd'hui, ou quand je parle le cas, par exemple, des établissements publics aujourd'hui, nous avons environ 100 000 étudiants dans les 2 universités publiques avec environ 20 000 places. Ce n'est plutôt pas mal, non? À la base, ce n'est pas mal. Ou bien les élèves, la ressource humaine se forme. Effectivement, lorsque nous avons ça, ça veut dire que est-ce que les moyens l'accompagnent? Voilà. Donc, quand les moyens ne sont pas là, raison de plus de mettre de la qualité. Il faut mettre de la qualité. Il faut voir de plus près parce que l'État n'assume plus son rôle central de régulation du système. Alors, vous parlez de fin d'études supérieures. Les étudiants, les apprenants, les formés qui sortent en masse ou bien ceux qui rentrent? Ceux qui rentrent. Ceux qui rentrent, ils rentrent en masse. Ils rentrent en masse. Il faudrait qu'ils sortent aussi en masse. Il faut qu'en masse. Effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'ils sortent en masse, soient bien formés et s'insèrent dans le marché du travail. Oui. C'est ça. Tout ça, fait partie de la qualité. Et en plus, aujourd'hui, nous avons 2 conventions majeures qui sont là. Il y a d'abord la convention d'Addis et la convention sur la reconnaissance des qualifications, qui prône vraiment la mobilité des apprenants au sein d'abord au niveau de l'Afrique et ensuite au niveau mondial. Avant que votre diplôme ne soit reconnu au niveau mondial, il faudrait que vous fassiez de la qualité. C'est clair. Et tant qu'on n'a pas la qualité, il est difficile que le diplôme que vous délivrez à vos apprenants puisse franchir la frontière de votre pays. Et les gens qui veulent aller poursuivre les études à l'extérieur, ça va poser des problèmes. Donc, par conséquent, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés. C'est une impérative, que ce soit au niveau de la Convention d'Addis ou bien au niveau de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications. Alors, au niveau de cette qualité, de cette démarche dont vous parlez, est-ce qu'il y a cette impérieuse question de l'adaptation de la formation aux emplois disponibles, l'adéquation formation-emploi est aussi là-dedans, puisqu'on parle de l'insertion après? Oui, effectivement, l'assurance qualité, même, c'est quoi? C'est la transparence et la redevabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de chaque année, nous avons le devoir de publier d'abord la liste des établissements qui sont en règle. Il faut le faire à la rentrée, c'est pour bientôt. Ah ouais. Et les établissements doivent régulièrement se faire évaluer au niveau d'une agence. Et quand on parle d'une agence, ce n'est pas une direction, c'est une agence qui est indépendante. Alors qu'il fait au Togo? Et effectivement, le problème que c'est au Togo actuellement, c'est la direction de l'enseignement supérieur qui joue ce rôle. Okay. En principe, la direction ne doit pas jouer ce rôle parce que nous sommes là pour octroyer l'agrément. Vous octroyez l'agrément aux écoles et il y a une autre structure qui devrait apprécier. En principe, qui doit être une structure indépendante qui doit venir maintenant pour vérifier maintenant ce qui se passe dans cet établissement. Alors, oui, allez-y. Et rendre compte. Alors j'imagine que les démarches sont faites, les réflexions sont menées pour en arriver là. Oui, effectivement, actuellement, c'est la démarche. C'est ça même qui fait l'objet de cette rencontre qui s'est déroulée les 22-23 à Lomé, à l'hôtel Sarakawa. Effectivement, pour échanger un peu sur les expériences, surtout de la Côte d'Ivoire, qui a déjà son agent depuis 2012. Okay. Le Sénégal a son agent depuis 2012. Il y a la Côte d'Ivoire qui est sur la voie. Alors, la Côte d'Ivoire aussi est en installation. En installation. Il y a une direction carrément de la qualité de l'évaluation. Et aujourd'hui, nous avons bénéficié en temps du projet UNESCO Schengen. Oui. Et ce projet avait 3 volets. D'abord, le premier volet, c'est pour le renforcement de capacité des structures déjà qui ont une agence. Et il y a un volet pour accompagner les pays qui veulent mettre en place une agence d'assurance. Il y a 2 volets.
agence. C'est cela. Voilà. Alors, Et monsieur, le Togo oui. a bénéficié de ce truc-là et nous sommes tous dans cette démarche pour pouvoir mettre en place notre agence d'assurance qualité. Donc, les réflexions sont faites, les travaux sont faits. Mais quel qu'en soit le cas, il y a une structure qui gère la question en attendant. Et oui, et non, c'est pas que la réflexion. Nous sommes déjà au bout de la réflexion. Ok, super. Parce que Super. le projet a démarré depuis 2017. Depuis 2017 qu'on a démarré ce projet, il y a eu des séances médiatiques, il y a eu de la sensibilisation au niveau des parents, d'étudiants, un peu plus large, et au niveau de surtout l'étendue des territoires. Nous avons passé à l'étape de l'élaboration des projets de test, que ce soit la politique de la politique qualité de l'enseignement supérieur. Nous avons rédigé aussi le test qui organise, le projet qui va organiser cette agence. Et ensuite, à la fin, il faut seulement créer une agence au niveau central, mais il faudrait qu'au niveau de chaque établissement d'enseignement supérieur, nous ayons vraiment un relais c'est là où vraiment le rôle joue le rôle là-bas, au niveau des CIAC, nous appelons les cellules internes d'assurance qualité. Donc, il y a environ 3 tests. Il y a la politique, il y a l'agence, et puis il y a les CIAC qui sont créés au niveau des établissements d'enseignement. J'arriverai tout de suite à la Côte d'Ivoire avec M. Boni, mais je voudrais juste avant demander au professeur Gueye, la plus pertinente des façons, c'est quand même d'avoir une autorité administrative indépendante, autonome sur le sujet. Hein. Je voudrais juste préciser que c'est cette autorité qui va se charger d'évaluer aussi bien les institutions, on l'appelle évaluation institutionnelle, que les programmes qui sont délivrés dans ces institutions. Et la démarche partout dans le monde, c'est que cette autorité qui est chargée de faire les évaluations et de témoigner de la qualité doit avoir une autonomie de décision. Cela est extrêmement... Il faut qu'elle soit indépendante, vraiment. Voilà, une autorité indépendante qui a des instances comme un conseil d'administration et un conseil scientifique qui analysent le résultat des évaluations et se prononcent de manière tout à fait libre et autonome, sans aucune pression. C'est cela. Il est aussi important que cette autonomie soit administrative et financière. Il faut certes une tutelle, parce que c'est une structure de l'État du Togo, de l'État du Sénégal, qui en a déjà créé, de tout État, mais doit avoir une tutelle qui souvent est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est aussi important dans cette autonomie que cette structure qui gère la qualité puisse publier librement les résultats. Et c'est cela que nous avons fait au Sénégal. Le gouvernement a créé une autorité nationale de l'assurance qualité qui a une tutelle administrative et financière, mais qui est autonome dans les décisions scientifiques. Nous rendons compte à l'État, nous rendons compte au public, parce que nos délibérations, dès le lendemain, sont rendues publiques. Et chacun peut consulter l'ensemble des établissements qui ont été habilités, c'est-à-dire reconnus après une évaluation, l'ensemble des programmes aussi qui ont eu un avis favorable. Super. Et si un programme a eu un avis défavorable, c'est aussi rendu public. Si un établissement a été évalué sur le plan institutionnel, que l'avis n'est pas favorable aussi, c'est rendu public. Super. Voilà ce qui confère à une structure chargée de gérer la qualité, l'autonomie, qui est essentielle dans la gestion de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Et aussi toute sa crédibilité. Alors, elle appréciera aussi bien le public que le privé? Absolument. Notre structure a une compétence nationale, aussi bien publique que privée, et l'approche est la même. On parle d'égale dignité de ces deux secteurs qui sont jugés de la même manière. Les publications aussi sont faites de la même manière. Super. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est arrivé déjà qu'il y ait des établissements qui aient failli suite à vos évaluations? Alors, en Côte d'Ivoire, c'est le même principe. C'est le même principe d'évaluation. Nous avons plusieurs types d'évaluations. L'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et des évaluations des centres de recherche également. Et dernièrement, nous avons fait une évaluation avec classement. Et ces évaluations font toujours référence
à ce qu'on appelle un référentiel, à un document avec des domaines qui explorent donc la gouvernance, qui explorent les infrastructures, qui explorent tout ce qui est matériel, qui explorent également la gestion pédagogique, qui explorent la vie de l'étudiant et des personnels administratifs et techniques, et qui explorent enfin tout ce qui est je dirais rendement, donc efficacité interne et efficacité externe. Efficacité interne, c'est ce que l'établissement produit en termes de résultats, et l'efficacité externe, c'est ce que l'établissement produit pour permettre aux apprenants d'être insérés dans la vie professionnelle. Et justement, cette problématique d'insertion joue un rôle important. Aujourd'hui, toutes nos universités et nos écoles d'enseignement supérieur ont cette mission d'insertion professionnelle. Dans le temps, les universités ont dit, bon, vous formez, vous faites la recherche et service à la communauté, mais on a introduit cette nouvelle donne parce que c'est une problématique réelle. Au niveau de tous nos États, c'est une problématique réelle, et c'est pour ça que justement, il faut travailler avec le secteur industriel, le secteur privé. Pour voir les besoins en emploi, en main-d'œuvre. Pour une adéquation formation emploi, parce que c'est important et c'est primordial dans tous nos conseils de gestion, etc. Il faut qu'il y ait le privé, que ce secteur privé puisse venir proposer ses besoins, et justement la formation va être calquée sur les besoins exprimés par le secteur privé et d'autres secteurs d'ailleurs. Donc c'est ce qui demande peut-être de repenser les filières que proposent les universités classiques, peut-être des filières qui n'ont plus aujourd'hui vraiment beaucoup de pertinence. Monsieur Djondo, vous en avez trouvé au Togo? J'imagine, il doit en avoir. Je pense qu'effectivement, dans la feuille de route du ministère, la feuille de route gouvernementale, il y a 2 projets qui ont été confiés à notre ministère. Il y a un projet sur lequel le ministère est en support, qui est la qualité de la formation. Et puis le second projet qui est la revue de la politique d'orientation vers les métiers prioritaires. Effectivement, c'est dans ce sens de voir au niveau du Togo quels sont les métiers prioritaires, d'abord du moment. En fonction de la feuille de route gouvernementale, de la vision de l'État. 2020-2025. Et de voir les métiers qui sont prioritaires aujourd'hui et dans l'avenir. Et c'est sur ça que nous sommes même en train de travailler actuellement, pour voir, parce que il y a les ambitions, c'est quoi? C'est que d'ici 2025, sur les 2000 à 2500 apprenants qui s'inscrivent dans les formations professionnelles, il faut au moins 80% puissent s'insérer sur le marché du travail avec un emploi stable de longue durée. Voilà un peu l'objectif. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur cet aspect de la feuille de route. Et il y avait eu beaucoup d'activités qui ont été déjà faites. On commence d'abord par l'évaluation dont vous avez parlé tout à l'heure, dans le sujet qui est passé. L'évaluation des établissements. Nous avons fait les diagnostics pour voir les axes d'amélioration. Nous avons passé à l'harmonisation des curricula. Nous avons élaboré la maquette, c'est-à-dire que les standards pour mettre en place une formation professionnelle. Et lundi, nous allons organiser un atelier. Sur, effectivement, pour l'identification de ces métiers prioritaires. Voilà un peu ce que je peux dire. Il faut aujourd'hui que les parents, je reviens toujours au professeur Teba, il faut que les parents soient informés, que les apprenants eux-mêmes, après le bac, on suppose que l'enfant, même si l'on a de plus en plus le bac aujourd'hui à très jeune âge, que le bachelier il soit plus informé. Mais non, sinon, il faut que l'autorité soit à même de donner les informations nécessaires pour qu'on puisse s'orienter. Par exemple, la publication, comme on le fait peut-être au Sénégal, de la liste des universités agréées, et au-delà de la liste des universités agréées, des filières dans lesquelles on peut facilement et rapidement s'orienter. C'est plus important. Mais quelles sont les exigences en fait que ce besoin pose aux établissements d'enseignement supérieur pour peut-être qui justifie que ça ne s'accélère pas autant peut-être que l'on voudrait. Voilà. Quelles sont les contraintes que cela impose
La première exigence, me semble-t-il, et vous l'avez très bien formulée, c'est la transparence, la vraie transparence. Donc jouer le jeu de l'assurance qualité. Et je crois que ce qui est très intéressant dans ce que nous disons, c'est que l'assurance qualité n'est pas là pour cliver. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mauvais. Ce que ce séminaire nous a appris, et on a beaucoup échangé avec nos collègues du Togo, c'est que c'est un processus au long cours. Et c'est également un dialogue, parce que l'autorité qui, nous l'espérons, va se créer au Togo, qui existe déjà au Sénégal, et c'est imminent en Côte d'Ivoire, cette autorité n'est pas là pour sanctionner. Elle est là pour dire les choses, encore une fois, en toute vérité, mais elle est là aussi pour faire des recommandations et pour soutenir l'établissement dans ses avancées nécessaires et fondamentales pour arriver à cette qualité qu'on appelle de nos voeux. Juste là, une exigence de la transparence. Autre exigence, peut-être, professeur Gueye? Quand on regarde comment est bâtie l'évaluation en assurance qualité, on se rend compte que c'est d'abord faire un diagnostic de l'existant. Si c'est un établissement, voir si cet établissement s'est conformé au minimum pour faire de la qualité, notamment dans sa gouvernance. Mais est-ce que tout ça n'est pas déjà vérifié en amont par l'autorité qui confère l'agrément à l'ouverture de l'école? Oui, mais ça, c'est à l'ouverture. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, ce qui est disponible à l'ouverture pour ouvrir, est-ce que ça s'est amélioré pour accueillir des étudiants, les former, qu'ils aient le profit de s'insérer? Vous savez qu'à l'ouverture, il suffit d'avoir quelques enseignants, d'avoir quelques bâtiments, quelques infrastructures. Mais cette première cohorte de bacheliers va évoluer. Claire. Deuxième année, troisième année, master 1, master 2, voire même dans le public, doctorat. Et donc, il faut que l'établissement, progressivement, se dote de ses ressources humaines, de ses infrastructures, de ses moyens financiers pour délivrer un enseignement correct qui permet l'insertion de l'étudiant. Et justement, nos référentiels d'assurance qualité, comme partout dans le monde, permet de vérifier cela. Mais il est surtout important de savoir que la vérification, l'objectif certes de dire que la qualité y est, et donc avis favorable, et de donner un document qui permet de témoigner que la qualité y est, ou alors ce n'est pas favorable. Mais ce qui est surtout important, c'est d'émettre des recommandations pour une amélioration continue de cette qualité. Parce qu'on est dans un domaine qui évolue vite, l'enseignement supérieur. On est dans un monde où c'est l'économie de la connaissance qui règne. Nous avons besoin aussi d'avoir des compétences dans nos pays pour exploiter nos ressources humaines. Mais aussi, vous savez que ce qui caractérise notre population, c'est sa jeunesse. Cette jeunesse qui doit tenir le pays dans l'avenir doit être très bien formée, même aller à travers le monde, jouer son rôle, comme la diaspora le joue actuellement. Alors pour tout cela, il faut, même s'il y a la qualité, voir comment augmenter encore cette qualité. On n'a jamais trop de qualité. Jamais. C'est non seulement dans la compétition, mais aussi c'est pour promouvoir cette émulation saine qui se fait dès qu'il y a une agence autonome d'assurance qualité. Et c'est là où on en est au Sénégal dans le public. C'est-à-dire les établissements ont été évalués, la qualité y est, mais les évaluations ont émis des recommandations pour une amélioration continue. Maintenant, quand l'avis n'est pas favorable aussi, vous devinez bien que le comité d'experts et la structure qui a évalué l'établissement émet des remédiations pour que la qualité s'installe et s'améliore. Ça peut être plus sérieux, et quand c'est plus sérieux, le rapport est remis au ministère de l'Enseignement supérieur qui décide comment faire avec cet établissement qui n'arrive pas à faire la qualité. Voilà donc l'importance d'avoir un dispositif qui a son autonomie et se prononce sur la qualité, qui donne des recommandations pour l'améliorer. Ce n'est donc pas une police, comme le disait tout à l'heure Madame la directrice. Ce n'est pas une police des universités. Non, pas du tout. Mais cette perception, tous les pays qui ont mis en place une structure au début, cette perception
a existé dans le milieu même de l'université. La communauté peut penser que c'est une police qui vient d'être mise en place. Loin de là. C'est une structure qui vient évaluer la qualité afin de l'améliorer de manière continue. Alors, ça peut même être un atout publicitaire pour ces établissements scolaires que de se dire, dans le classement, je suis premier, je suis deuxième, je suis agréé, on a tout intérêt à y être. Est-ce qu'un établissement, quand même, qui a reçu avis favorable une année donnée, par la suite, peut perdre le prestige là? Prestige, on peut pouvoir perdre là? Comme vous dites, l'expérience qu'on vit au Sénégal, dès que la structure a émis un avis favorable, le lendemain, tout le monde est au courant. Parce que non seulement nous le mettons, nous, dans notre site web, le site web de la structure, mais l'établissement aussi diffuse l'information, ce qui est naturel. Dans le temps, nous n'avons pas constaté un établissement qui a fait cet effort et qui a installé la qualité, laissé la qualité se dégrader. Nous n'avons pas eu cette situation. Mais c'est quand même possible que, après évaluation, l'on puisse retirer. Ce n'est pas un acquis, il faut comprendre. Que ce n'est pas parce qu'on est arrivé, on a la vie, qu'on peut dormir sur des lauriers qu'on n'a peut-être pas entièrement. Oui, les règles de l'assurance qualité même font que l'établissement est obligé de continuer parce que nous avons aussi un suivi des recommandations qui ont été émises. Mais aussi, l'accréditation d'un programme n'est jamais à vie. C'est tous les 5 ans au Sénégal et presque dans tous les pays. Pour un établissement, l'habilitation, donc la reconnaissance de l'habilitation ne dure que 10 ans. Donc pour le programme, chaque 5 ans, le programme est évalué. Et pour l'institution, chaque 10 ans, il faut revenir. Bon, donc ce n'est pas toujours à qui il faudra travailler. Alors, d'ici quand, quoi? D'ici au Togo, ce que vous décrivez, il est tellement intéressant et passionnant. J'imagine les parents, vous, dans vos salons, en train de suivre toutes ces explications. Vous vous dites, oui, voilà, tiens, c'est de ça qu'on a besoin. Mais d'ici quand, monsieur Diondo, professeur Diondo, est-ce qu'on a ça? Ne me dites pas que le ministre n'est pas sur le plateau pour me répondre. Oui, je pense que nous sommes dans le processus et que j'espère bien parce que nous y travaillons depuis 2017 et c'est d'ailleurs pour ça même que nous avons fait tout possible pour que nous puissions organiser la première réunion du comité de la Convention d'Addis ici et que d'ici peu cette structure serait mise en place au niveau. C'est une question de patience. Et je suis confiant que d'ici peu, nous aurons ça. Alors, après le passage à Lomé, professeur Boni, encore fortifié avec plus d'armes pour aller continuer votre mission et arriver rapidement. Professeur Teba disait tantôt que c'est imminent chez vous, la mise en place de cette structure-là. On continue en Côte d'Ivoire, la mission continue. Et je pense que nous sommes également, nous sommes dans un processus de nouvelle loi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et cette loi a passé la table du gouvernement et au niveau du Parlement. Et cette loi sera sortie d'un décret, donc créant plusieurs structures, dont l'Agence nationale de l'assurance qualité. C'est cela. Professeur Diondo, au Togo, par exemple, où est-ce qu'on se forme, où est-ce qu'on peut suivre son cursus de doctorat au Togo à ce jour et être sûr qu'on est dans le système qualité? Et vous savez, lorsqu'on parle de la licence, du master et du doctorat, en principe, ce sont des noms qui sont dévolus aux établissements publics, en principe. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever à moins que l'établissement privé rentre dans une école doctorale de l'université publique et effectue un doctorat. Sinon, le doctorat, pour que ce soit valable aujourd'hui au Togo, il faut que ce soit effectué au niveau des universités publiques. Des universités publiques, à ce jour. À ce jour. Donc, on ne peut pas... Bien sûr qu'il y a, quand je prends le cas, par exemple, des SAO ce sont des doctorats... C'est de la théologie. De la théologie, tout là, on enlève ça. Mais en dehors des universités publiques, normalement, en principe, les privés, en principe, devaient donner des diplômes. Et c'est l'État de dire que le diplôme délivré est une licence, un master ou bien Je ne comprends pas. On va dans le cursus privé, on finit son cursus, on revient.
chez le public pour valider ou comment? Oui, effectivement, puisque vous savez, C'est comme l'a dit tout à l'heure. compliqué pour nous. Non, c'est ça. Le problème, c'est quand vous écoutez le professeur Lamine Guedi, par exemple, lorsque quelqu'un s'inscrit dans un parcours, dans un établissement privé. D'abord, il vient, il demande l'agrément, il présente le nombre d'enseignants, mais on n'est pas là pour suivre effectivement si ce qu'il a voulu faire, il l'a fait réellement. Sur le papier, sur le terrain, il peut avoir un fossé. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du décret qui crée la direction de l'enseignement supérieur, la mission de l'enseignement supérieur, c'est bien marqué que tous les diplômes délivrés par les privés doivent passer par l'homologation. C'est après l'homologation qu'on te dit, bon voilà, le diplôme que vous avez délivré, c'est un bac plus 3, c'est un bac plus 4. C'est pour ça que des fois dans les pays développés, vous allez entendre parler diplôme supérieur de temps, diplôme supérieur de temps, sans toutefois préciser quand c'est diplôme. Si c'est licence ou master ou doctorat. Et c'est ça okay, que l'autre, ça passe après par l'homologation, qu'on dit maintenant, ce que vous avez comme diplôme, c'est un bac plus 2, un bac plus 3, etc. Okay. Donc voilà un peu ce que je peux... Mais on n'en est pas encore là. Oui. Nous sommes là, parce qu'aujourd'hui... C'est ce qui se fait déjà avec les diplômes que délivrent les privés. Les privés, parce que nous avons la commission de reconnaissance et d'homologation des diplômes, qui est une commission qui émane de la convention d'Arusha, qui est devenue aujourd'hui la convention d'Addis. Et cette convention, normalement, en principe, a pour mission de reconnaître tous les diplômes qui rentrent sur tous les territoires. Mais on a confié maintenant aussi à cette commission de regarder un peu ce que les privés font. Bien sûr que ce n'est pas suffisant comme faisait ce que fait la NASUF du Sénégal, parce que la NASUF va jusqu'au fond. Nous, on voit seulement le bout. Il y a l'enseignement supérieur qui est au début et l'homologation qui est à la fin du système. Donc, vous voyez, donc, ça se fait aujourd'hui. C'est qu'il y a des diplômes qui arrivent aujourd'hui au niveau de l'homologation qui sont rejetés. Qui sont carrément rejetés. Okay. Parce que le processus n'a pas bien... n'a pas été suivi. Peut-être les crédits, les matières... Voilà, il y a tout ça là. Peut-être que ça soit le nombre d'années de formation, le nombre d'années n'est pas requis, etc. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de critères. Et dans cette commission, ce n'est pas seulement que l'enseignement, c'est une commission interministérielle qui est composée de toutes les directions qui font la certification. Il y a l'OBTS, il y a l'OBAC, il y a la direction des examens concours techniques, direction des examens concours national, la fonction publique, il y a les universités, il y a l'enseignement supérieur, il y a la direction de l'orientation. Tout cela fait partie de cette commission qui veille à ce que les diplômes délivrés par ces privés-là vraiment ont vraiment suivi toutes les étapes pour arriver jusqu'à la fin. Il faut le savoir, les parents et les apprenants doivent vraiment avoir ces informations pour ne pas avoir des surprises en bout de parcours. Et merci de nous rappeler qu'au Togo, à ce jour, seules les universités publiques proposent des parcours de doctorat. Et des parcours d'ingénierie, on peut en trouver dans le privé et être sûr d'en sortir ingénieur. Oui, bon, sortir ingénieur, ça dépend aussi de l'équipement, parce que lorsque nous délivrons les agréments, l'agrément se fait de deux étapes. Il y a d'abord la présentation du dossier physique, et avec tout ce que ça comporte, le site, et les curricula, les enseignants qui vont enseigner. Et la seconde étape, il y a une visite d'abord sur site. Et si vous voulez proposer, par exemple, une formation d'ingénieur de génie civil, il faudrait qu'on aille voir si effectivement, si toutes les dispositions-là permettent à ce que quelqu'un qui rentre là-bas pour faire du génie civil peut sortir vraiment en tant qu'ingénieur de génie civil. Donc, au fait, aujourd'hui, quand on parle d'ingénieur, c'est quoi? Ce n'est qu'un master professionnel. Donc, les privés délivrent des masters professionnels, donc il n'y a pas de problème. Okay, super. On revient toujours à cette nécessité pour tous d'avoir la bonne information. Les inscriptions à l'Université de Lomé, c'est pour très bientôt pour les nouveaux bacheliers. Les écoles privées également vont commencer leur inscription pour les nouveaux bacheliers, aller à l'information pour savoir que choisir, parce que la dynamique est enclenchée et il ne faudra pas de mauvaises surprises à la longue. Alors, vous avez fini ce vendredi, la rencontre de Lomé, 2 jours de rencontre. Et l'AUF, qui était aux côtés de l'autorité togolaise pour organiser cette rencontre, à la fin, se dit peut-être assez satisfaite des partages, des échanges, ou
très satisfaite. Ok. On a vraiment le sentiment que le Togo, mais c'est une opinion que je partage, j'imagine, avec mes collègues autour de la table, on a le sentiment que le Togo est prêt aujourd'hui. Oui, je pense qu'on est prêt. Prêt au niveau de sa communauté, évidemment, universitaire. Vous avez rencontré les privés également. La Ils communauté, étaient là, ils étaient là. autour de la Il y table. a eu cette unanimité, ils comprennent, on comprend mieux et bien la chose. Ils étaient en grand nombre, très à l'écoute, avec des questions extrêmement pertinentes. Je crois que le Togo est prêt. Mais encore une fois, l'enjeu est énorme. Que devons-nous dire là, dans ce plateau qui est le nôtre, que devons-nous dire aux parents qui vont être confrontés à des choix d'établissement bientôt concernant cette question de la transparence? Quand ils veulent inscrire leur enfant dans un établissement, quelle est la valeur de cet établissement? C'est pour ça qu'on en appelle presque également à l'opinion publique sur cette question qui est une question majeure, qui n'est pas simplement la question d'un ministère, mais qui est la question tout simplement des parents togolais qui vont se retrouver confrontés à cette situation et qui ont le droit de savoir exactement. Dans quoi j'investis? Mais oui. Et investir, c'est pas seulement de l'argent, c'est du temps, c'est de l'avenir de leurs enfants. Et c'est très difficile, après coup, de découvrir que ce diplôme ne sera pas homologué. C'est pour ça que ce que nous discutons permettra en amont d'avoir déjà une idée de ce qu'est cet établissement en matière de qualité. C'est vraiment essentiel. C'est très important. Professeur Djondo, où est-ce qu'on trouve la bonne information? Non, je dirais la meilleure information sur ce coup-là. Où est-ce qu'on la trouve? Chaque année, la direction de l'enseignement supérieur publie la liste des établissements privés d'enseignement supérieur qui sont accrédités par le ministère. Et la liste est prête, on va la faire signer par le ministre. Et début octobre, cette liste-là serait publiée. Pas seulement publiée en tout cas, mais ça serait publié dans tous les journaux au niveau des presses pour que les parents, en principe, on doit faire ça à temps. Mais vous savez, il y a des établissements privés, ils attendent d'abord à 1 mois, 3 semaines de la rentrée. C'est en ce moment qu'ils viennent demander des ajouts de filières, etc., etc. Et nous avons pris toutes les dispositions cette fois-ci en envoyant un courrier à ces établissements que lorsque vous voulez demander un agrément, il faut faire ça 1 an à l'avance. Et si c'est pour un ajout de filière, c'est 6 mois à l'avance pour éviter ce retard de publication de ces listes-là. Bon, mais non. d'ici le 4 octobre, la liste là sera publiée. Bon, je me dis qu'on peut toujours, les parents peuvent toujours peut-être C'est attendre. ça. Mais déjà, les parents qui sont vraiment intéressés, ils viennent déjà au niveau de la direction pour demander est-ce que l'établissement là est accrédité. Parce que si on vous dit ce qui se passe au niveau de l'homologation, des fois ça fait... Nous sommes tous des parents, lorsque les parents investissent vraiment des millions dans une formation. Qui n'est pas reconnu après. Et après, ils arrivent, on voit. Et ce qui est même pire, c'est qu'il y a des gens qui ont passé des concours avec des diplômes de master et qu'aujourd'hui, comme c'est un privé, quand vous allez à la fonction publique, tant que ce diplôme ne sera pas homologué, vous ne pouvez pas catégoriser. Et le gars est content de passer le concours avec son niveau master et il arrive à la fonction publique, il vient à l'homologation et on dit que ton diplôme là, c'est ni un master ni la licence. Ah oui, c'est dégradé. Peut-être qu'on se retrouve au bac après des années passées à être formé au master. Voilà. Non, c'est authentique, c'est des situations qui arrivent. Oui, il y en a beaucoup, c'est pas que ça arrive, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, tout ça là veut que vraiment, nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on aille vers la qualité. Obligé. Lorsqu'on a la qualité, on peut éviter ces cas vraiment qui ne sont pas des cas vraiment encouragés. À souhaiter. Donc, c'est peut-être le problème qu'on en entend parler souvent. On en parle des faux diplômes, que des collègues, éventuellement des amis. Ce n'est pas finalement des faux diplômes. C'est des personnes, c'est des gens, des apprenants qui sont inscrits dans des écoles de bonne foi, mais qui peut-être ont été un peu abusés. Ce n'est pas finalement que des faux diplômes. Oui, ce ne sont pas des faux diplômes. Pas des faux diplômes. Il y a tout à l'heure le professeur Lamine qui a dit quelque chose de très intéressant. Nous avons au niveau de l'évaluation, il y a d'abord faux diplômes, mais ça dépend des profils d'entrée, de tout ce que ça comporte. Et je parlais en ce moment-là de l'évaluation des établissements, où j'ai dit qu'il y a 2 types d'évaluation. Il y a d'abord l'évaluation institutionnelle sur
tout ce qui concerne la gouvernance, tout ce qui est administratif tout de l'établissement, tout ce qui enseigne dans l'établissement. Et lorsqu'on parle maintenant de l'évaluation des ordres de formation, des fois, les gens qui ont en charge la gestion des ordres de formation, de l'orientation, ce sont des fois des gens qui ne sont pas à la hauteur et qui font beaucoup plus du commerce que de faire vraiment de la formation. Donc, les gens arrivent, l'essentiel que les gens arrivent avec de l'argent, on peut les mettre dans des formations et à la fin, on se rend compte que ce n'est pas ça. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui arrive dans un établissement privé qui a fait linguistique, licence de linguistique. Et il va aller s'inscrire dans un master de gestion de projet. Linguistique, gestion de projet. Peut-être que la personne a des capacités en comptabilité, je ne sais pas. Quelqu'un qui fait une licence en génie civil et qui va aller faire un master de finance. Alors quelqu'un qui n'a pas fait de licence en droit, qui va faire... Parce que le problème qui se pose, c'est que les gens doivent toujours avoir l'esprit que le master est adossé à des fondamentaux. Vous ne pouvez pas faire un master qui oriente vers la spécialisation sans que vous n'ayez pas les bagages fondamentaux. C'est cela. Et souvent, les gens dans les privés ne savent pas ça. C'est tout comme on fait un cursus normal en droit, mais après, en master, on peut faire fiscalité, donc c'est adossé au droit ou alors autre chose. Il y a la fiscalité en droit, ça, c'est pas ça. C'est des choses, ici, c'est des choses totalement incompatibles. Parce que... Non, je dis... Pour pouvoir faire le droit des affaires après en master, il faut avoir fait le droit en amont. Voilà, il faut avoir des fondamentaux en droit. C'est ce dont je parlais. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des cas comme ça qui sont des fois rejetés au niveau de l'homologation, mais au fait, ce ne sont pas des faux diplômes. C'est la façon dont la formation a été conduite, le profil d'entrée même du candidat dans cette formation qui pose vraiment dessus le problème. Parce que nous serions dans un établissement public, le candidat là ne peut jamais être accepté. Parce qu'aujourd'hui, je vois mal que quelqu'un qui veut aller faire la gestion des projets, qui fait partie du domaine de sciences et de gestion, qui quitte avec qui du domaine de la FLA, des lettres et sciences humaines, et qui va aller à la FACEC, dans ce domaine, demander à s'inscrire là, je ne suis pas sûr qu'on va l'accepter. Mais pourtant, dans les privés, ça se fait. Ça se fait. Alors peut-être aussi, on entend dire qu'à l'extérieur du Togo, à l'extérieur, que des Togolais ont pu faire des cursus en sciences médicales en ayant quand même eu un bac littéraire. Oui, c'est possible. Oui, c'est tout à fait normal, mais comment la formation là est faite? La question est là. Comment la formation est faite? C'est comme aujourd'hui, quand vous allez par exemple dans les pays de l'Est, comme le Cuba, les gens font leur médecine en 5 ans. Mais quand vous arrivez aussi à Lomé, c'est en 7 ans. La durée de la formation, chez nous, c'est 9 mois. Vous allez dans d'autres pays, c'est 1 an. Donc, il y a tout un paramètre qui rentre en jeu. Est-ce que les gens qui vont là-bas avec la série A, est-ce qu'on leur donne des prérequis avant de rentrer dans la formation? C'est possible. Alors qu'ici, chez nous, lorsque vous voulez faire de la médecine, les fondamentaux, c'est pratiquement purement des matières scientifiques. On suppose que les prérequis ont été donnés au secondaire 2 déjà, et ça a une suite. C'est pour cela, parce que ici, nous avons arrivé à associer notre enseignement en trois portions. Les sous-secteurs, il y a primaire, il y a secondaire et puis l'enseignement supérieur. Mais quand vous allez sous d'autres cieux, c'est un ensemble. L'éducation, c'est un ensemble et tout est contrôlé depuis le début jusqu'à la fin. Donc voilà un peu le problème qui se pose. Donc il faut pouvoir avoir la meilleure information pour mieux choisir. Professeur Teba est très satisfait de la rencontre de Lomé, mais elle servira à quoi? Quelle sera sa finalité à cette rencontre, professeur Gueye? Mon impression est aussi très proche de celle du professeur Ouidad, la directrice régionale. Je crois que le processus est très avancé ici au Togo. Ce que cela va permettre, c'est justement prévenir les problèmes que vient de soulever le directeur de l'enseignement supérieur. Si je prends l'exemple de notre pays, une fois qu'on a mis la procédure d'assurance qualité, nous sommes dans la prévention de ces diplômes qui peuvent ne pas être reconnus.
Au Sénégal, les choses sont assez simples maintenant et transparentes pour la reconnaissance d'un diplôme. Il n'y a que 2 critères. Il faut que l'établissement qui a délivré ce diplôme soit habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur après une évaluation de l'Autorité nationale d'assurance qualité, premier critère. Deuxième critère, pour la reconnaissance du diplôme, que la formation soit accréditée par la structure nationale d'assurance qualité. Donc vous voyez que tout le monde peut être au courant de ces 2 critères et c'est le cas actuellement. Et un établissement qui délivre un diplôme doit prendre les dispositions pour être dans cette situation de reconnaissance. Avoir eu l'habilitation institutionnelle, avoir une offre de formation accréditée. Donc la commission de reconnaissance même des diplômes ne regarde que ça. Et c'est pourquoi la réglementation de l'enseignement supérieur impose le fait que tout établissement doit être habilité, quelle que soit sa spécialité, et toute formation doit être accréditée. Nous pensons que c'est ce pas qui va être sauté les mois à venir ici au Togo. Et ça va servir réellement à prévenir cette situation où certains ont eu des diplômes, ont eu à investir dans la formation, mais en fin de compte, on leur dit que le diplôme n'est pas reconnu. En plus maintenant de l'amélioration continue de la qualité, même là où la qualité se fait déjà. C'est ça. Alors, on voit des écoles, des établissements pour la pub qui disent reconnu, diplôme agréé, reconnu par le CAMES. Quel parallèle on peut faire? Est-ce qu'il faut passer cette étape-là, nationale, avant le CAMES? Comment est-ce qu'on l'explique, professeur Boni? Je vois hocher de la tête. Oui. Avez-vous un début de réponse? Oui, évidemment, nous avons... je pense qu'au niveau de tous les pays, il est maintenant recommandé qu'on ait une accréditation nationale avant l'accréditation régionale par le CAMES. Et cela est normal parce que le CAMES est une structure qui est régionale et qui est fédératrice et qui doit justement, quand il vient dans un pays, savoir que dans tous les pays, au niveau national, on a une structure d'assurance qualité qui fait des habilitations, qui fait des accréditations. Donc aujourd'hui, c'est chose courante. Et je profite en même temps peut-être pour dire que au niveau des référentiels, il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce que généralement, on parle des normes ISO, ISO 9001, 9001 J'allais poser la question par rapport justement, à tout ça. j'anticipe parce que je savais que cette question allait venir justement. On parle de normes ISO 9001 qui est la qualité des produits, la qualité des services. On parle des normes ISO 14001 avec l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement est à la mode, et on parle d'autres normes, notamment la 18001, qui parle de santé et sécurité au travail, qui a été remplacée par la 45001, qui parle donc de santé et sécurité au travail, et la 21001, qui parle d'éducation. Donc, il y a toutes ces normes, ce sont des exigences. Ce sont des exigences qu'on retrouve dans ces normes, et le principe est le même. Quand vous avez des exigences, il faut satisfaire ces exigences, et avec des preuves. L'assurance qualité, ce sont des preuves. Vous venez, vous faites une auto-évaluation et vous avez vos questionnaires que vous cochez et après, vous allez donc réunir les preuves. Et le système documentaire, en termes d'assurance qualité, on parle de système documentaire, donc toutes ces preuves-là, vous allez les mettre quelque part pour que vous puissiez vous-même vous en convaincre et convaincre les évaluateurs externes qui vont arriver plus tard pour l'évaluation. Donc, on a tout ça dans les référentiels qui font de ces référentiels-là un outil vraiment de développement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et justement, ces outils abordent tous les éléments, depuis
le capital humain, donc jusqu'aux infrastructures, en passant par les parties prenantes, notamment les étudiants qui sont au cœur, parce qu'on ne parle pas assez des étudiants. Les étudiants sont au cœur des préoccupations dans les référentiels, leur bien-être, les infrastructures qui conditionnent donc un apprentissage qui est réussi. Donc c'est pour ça qu'un référentiel, on ne peut pas s'asseoir seul pour rédiger un référentiel. C'est plusieurs, comment dirais-je, profils de personnes qui s'asseyent pour rédiger. Et c'est un peu à l'image de l'ISO, qui est un standard international. Donc c'est référentiel également. Au niveau africain, maintenant, nous avons des standards et lignes directrices au niveau africain que le RAFANAC est en train de promouvoir dans tous les pays. Et je pense que tout le monde va s'atteler à cela. C'est cela. Alors, quand l'établissement se publie, agréé par le CAMES, reconnu par le CAMES, ça suffit déjà ou bien pour nous, professeur Djondo? Je pense que ce problème a été déjà réglé au niveau même du CAMES parce que dans le temps, il y a les établissements qui se levaient sans avoir l'avis du pays, qui vont aller au CAMES. Des fois, même les établissements ne sont même pas en règle et qui vont aller au CAMES, se font évaluer, je ne sais pas comment, et qui, après quelques jours, vous voyez affiché partout, accrédité par le CAMES. Aujourd'hui, un établissement qui demande à être accrédité par le CAMES doit passer nécessairement par la direction de l'enseignement supérieur. Et c'est la direction de l'enseignement supérieur qui doit écrire au CAMES pour dire si l'établissement est en règle et si l'établissement est accrédité par le pays avant que le dossier de l'établissement soit soumis au PRED, qui est le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du CAMES. Merci ce d'avoir. problème est déjà réglé. C'est cela. Alors merci d'avoir tenu cette rencontre à Lomé pour nous porter ces belles informations très pertinentes et très actuelles. Il y avait donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire et également le Burkina Faso. Également le Burkina Faso qui a participé. Général de l'enseignement supérieur du Burkina Faso qui a participé aux travaux également. Absolument. Oui. Merci à toutes ces ressources humaines qui étaient présentes à Lomé pour réfléchir sur la qualité de l'éducation, de l'enseignement supérieur en Afrique. L'Afrique, donc, comme je le disais en début, qui a besoin de têtes assez compétentes pour pouvoir bâtir ce continent-là. Merci d'être passé, chers invités, dans cette émission. Professeur Ouida Teba, directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie. Merci d'être passé. On finit. Si vous aviez la parole pour dire un mot, un endroit, je ne sais pas, aux parents, aux décideurs. On construit l'université de demain dans des ateliers comme ça. Et on a besoin du soutien des parents. Moi, j'y crois beaucoup. Du soutien des parents dans cette action qui est une action très politique et sensible pour avancer et où on ne veut que personne s'en sente exclu. Le secteur privé est fondamental, il a un rôle à jouer et il faut qu'il continue de promouvoir avec nous cette question de la qualité parce que dans les pays comme le Sénégal où aujourd'hui cette agence existe et fait avancer les choses, eh bien ces établissements d'enseignement supérieur privé sont florissants. Donc tout cela va aller dans le bon sens. Et ils accueillent des étudiants de partout, d'Afrique et du monde, parce qu'on sait que la qualité, il y est. Professeur Lamine Gueye, président du RAFANAC, le réseau d'Afrique francophone des agences nationales d'assurance qualité. Merci d'être passé dans cette émission. Pour finir. Merci. Nous nous réjouissons des conclusions qui ont été faites à l'issue de cet atelier de Lomé. Pour le RAFANAC, c'est un plaisir d'avoir fait le déplacement au Togo et d'échanger. Et nous voyons que la dynamique est très bonne, comme dans les autres membres de notre réseau. Et ça ne nous surprend guère parce que le Togo a toujours été présent dès la création du RAFANAC. Et nous voyons que la dynamique prise est quasi pareille que dans les 14 autres pays qui sont dans le RAFANAC. Et nous espérons que bientôt, nous aurons la nouvelle qu'il y a une structure autonome d'assurance qualité ici à Lomé. Dans notre pays. Professeur Jean-Sylvain Boni, directeur général de la qualité des évaluations
au sein du ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Votre passage à Lomé vous a fortifié, on l'avait déjà dit. Oui, merci. Je voudrais dire à mon tour que ces 2 jours nous ont permis d'échanger, parce que nous sommes des universitaires, nous sommes à la tête de certaines directions, de certaines structures. Et l'université, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, ce sont les échanges. Et ces échanges nous ont permis de consolider également nos connaissances et également de l'amélioration continue. C'est ça l'essence même de la qualité. Et nous souhaitons que, en remerciant l'AUF, en remerciant le Togo, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche du Togo, qui nous a sollicité, et nous sommes venus volontiers et c'est avec plaisir que nous avons donc échangé avec toutes ces universitaires, toutes les parties prenantes donc de l'enseignement, du système d'enseignement. Et je pense que pour nous, nous retournons satisfaits eu égard aux conclusions qui ont été donc à tout ce que nous avons entendu ici à Lomé. Donc merci pour l'invitation et nous souhaitons donc bon vent à cette structure d'assurance qualité, donc l'agence qui va donc naître également ici pour renforcer le RAFANAC. Vivement chez vous également. Professeur Kofi Diondo, directeur de l'enseignement supérieur au Togo, merci pour votre passage. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous sommes obligés d'aller de l'avant en faisant tout possible pour que cette agence soit créée. Cela va de soi. Et ça permet d'aider tous les acteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Et en plus, je tiens aussi à remercier vivement les collègues, les experts venus d'abord la directrice du bureau régional, le professeur Lamine, qui est le secrétaire exécutif. Il ne faut pas oublier qu'il est en même temps le secrétaire exécutif de la NARSUC du Sénégal. Il y a le collègue Jean-Sylvain Boni, il y a le collègue, le directeur général de l'enseignement supérieur du CLA, d'avoir vraiment permis de profiter de leurs expériences pendant les 2 jours d'échange. Et je remercie aussi le ministre qui a permis à ce que cette rencontre puisse avoir lieu. Parce que ça fait du bien, parce qu'il y a eu du monde. Les gens ont vu aujourd'hui que l'assurance qualité aujourd'hui est au cœur des débats. Sans l'assurance qualité, sans l'enseignement supérieur. Merci. Nous remercions également la TVT qui a apporté l'information à tout le monde. Allez, merci. Merci d'avoir été avec nous au cœur de la nation ce soir autour de la thématique de recherche de la qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique francophone. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.